Le grand témoin, Louis Dauphren. La sécurité sociale, vous savez, c'est le système que le monde entier nous envie. De fait, les Français y sont attachés. Dans d'autres pays comme les États-Unis, les soins, même mineurs, peuvent coûter très cher. On le sait, on nous le répète aussi. Et pourtant, depuis une quinzaine d'années, plusieurs initiatives sont apparues qui, fondées sur l'ouverture à la concurrence inscrite dans le droit européen, défendent l'idée qu'il faut laisser le choix de s'affilier ou non à la sécurité sociale. La question est sérieuse et un certain vide juridique existe aujourd'hui. Et surtout, ce sujet représente un véritable enjeu. Les pouvoirs publics en sont conscients. Pas plus tard que jeudi dernier, l'Assemblée nationale adoptait un amendement qui accroît les sanctions pénales contre toute personne qui, par quelque moyen que ce soit, inciterait les assujettis à ne pas se conformer à la législation de la sécurité sociale. Alors on va en parler avec Christian Couturier, qui lui-même, justement, tombe peut-être sous le coup de la loi. Il est médecin chirurgien, il est secrétaire général de Liberté sociale et il se bat précisément sur ce terrain pour laisser le libre choix en vertu des dispositions européennes. Bonjour Christian Couturier. Bonjour. Vous le prenez comme une attaque frontale, directe contre vous ? Clairement, ça a été fait pour nous faire taire, pour nous bâillonner. Cette loi existait déjà auparavant, elle a été remise au goût du jour avec les événements récents, et c'est vraiment une loi liberticide. Et ça, il faut bien en prendre conscience parce qu'en France, on n'a pas le droit d'aborder certains sujets, on ne peut pas dire ce que l'on veut, alors que nous, finalement, nous sommes là pour faire une réelle proposition de réforme sur la sécurité sociale en général. Alors, quand vous dites on n'a pas le droit d'aborder le sujet, quand même, aujourd'hui, vous étiez par exemple invité chez nos confrères de RMC, vous êtes invité ici même, il y a eu France Info qui a fait un reportage également. Quand même, le sujet commence à percer. Oui, tout à fait. Je pense qu'un certain nombre de journalistes, excusez-moi d'aborder ce sujet, mais je pense qu'un certain nombre de journalistes ne font pas tout à fait leur travail d'information. Je pense que les Français sont assez grands pour entendre plein de choses, faire leur choix. Et de plus en plus, et je vous remercie de m'accueillir aujourd'hui parce qu'on a rarement l'occasion de pouvoir exprimer le fond de notre pensée, et je pense que de plus en plus, vous prenez conscience, le monde journalistique prend conscience que la situation de la sécurité sociale est devenue dramatique et qu'il faut faire quelque chose. Alors faire quelque chose, ça veut dire ne plus être solidaire. Alors c'est effectivement, classiquement, les questions qu'on nous pose. La solidarité, là, il y a une confusion. Et il faut bien que les auditeurs le comprennent. La solidarité, aujourd'hui, ce n'est pas les charges sociales, ce n'est pas la sécurité sociale. La solidarité, elle est aujourd'hui payée par le contribuable, par l'impôt, par l'État. Pourquoi ? Parce que la solidarité, c'est aider les gens qui sont en difficulté à avoir un minimum de revenus, avoir un minimum de protection sociale. Or, ces minima sociaux ont été déterminés par l'État avec la CMU, la cotisation médicale universelle, le RSA, la CMU complémentaire, l'ACS, enfin bref, tous ces gros mots qui veulent dire que finalement ce sont des gens en difficulté que l'on va aider en leur attribuant des facilités ou des gratuités. Mais toutes ces organisations, toutes ces structures de solidarité, elles sont payées par l'État, c'est-à-dire par l'impôt, pas par les charges sociales. Et quand on a bien compris la différence entre les deux, on s'aperçoit qu'on n'est pas contre la solidarité. Hormis pour les personnes déclassées dont vous parlez, qui se retrouvent justement dans l'état de pouvoir bénéficier des filets de sécurité, il y a la solidarité dont tout le monde profite. Alors le fait que vous puissiez être soigné gratuitement ou presque. Alors ça, effectivement, c'est un partage, mais il faut... C'est la redistribution. C'est la redistribution. Il faut quand même bien comprendre certaines choses. Tout d'abord, nous, dans Liberté sociale, on n'est pas contre la solidarité. On est pour la solidarité. Pourquoi ? Parce qu'on est des pro-européens et c'est un des fondements de l'Europe, la solidarité. Donc on est tout à fait favorable à ça, mais pas n'importe comment. Depuis 30 ans, les politiques de droite comme de gauche n'ont pas réussi à endiguer le drame du déficit social. Il faut que les gens sachent, il faut que les Français sachent qu'aujourd'hui, nous avons 220 milliards d'euros de dette sociale. Ça veut dire que chaque enfant qui aujourd'hui n'a pas encore gagné 1 euro a 40 000 euros de dette sociale. C'est dramatique. Moi, j'ai 4 enfants, j'ai 120 000 euros, je leur transmets 120 000 euros de dette. En tant que père, en tant que citoyen, je ne peux pas endetter les générations à venir. Donc la solidarité, elle est aussi intergénérationnelle.
La solidarité, c'est aussi permettre aux gens qui sont à la retraite d'avoir une retraite décente. Moi, mes parents, ils étaient ouvriers. Ils se sont levés toute leur vie de bonne heure pour aller travailler. Aujourd'hui, ils ont une petite retraite. Ils vivent pas si mal. Mais l'été dernier, on leur a dit, la progression de votre indemnisation pour la retraite, ça s'arrête. On leur a dit il y a quelque temps, vous allez en plus payer la CSG. Alors qu'ils ont déjà payé toute leur vie pour les gens qui étaient à la retraite. Ils ont payé toute leur vie pour leur sécurité sociale et pour assurer l'avenir de leurs enfants. Alors la solidarité, elle est là aussi. Alors, Christian Couturier, on va voir ce que vous proposez précisément. Vous êtes secrétaire général de Liberté Sociale, un mouvement que vous avez contribué à fonder il y a quelque temps, il y a à peu près 2 ans, puisqu'avant il y avait un autre mouvement. On va voir les choses peut-être dans le détail, mais c'est surtout ce que vous proposez évidemment qui nous intéresse ce matin. Vous êtes né à Cholet en 67, vous rêvez enfant de devenir vétérinaire, mais n'aimant pas l'école, votre rêve ne se réalise pas. Souhaitant à tout prix faire de la chirurgie, vous débutez tout de même dans la médecine avec des études à la fac de Nantes. Marion Duchesne. J'avais une empathie pour la souffrance. Je voulais soigner les gens, explique Christian Couturier. Et puis, l'aspect technique de la chirurgie est quelque chose d'extraordinaire. 7 ans d'internat, en 1998, il décroche son diplôme de microchirurgie. 2 ans plus tard, c'est le doctorat en médecine, une thèse sur la prise en charge chirurgicale du rhumatisme psoriasique. Que ce soit lors d'une greffe osseuse ou d'une autre opération, il y a toujours un stress particulier, raconte le docteur Christian Couturier. La microchirurgie nécessite une grande concentration. C'est pour apporter de l'offre de soins là où les gens n'en ont pas et en ont besoin qu'il crée en 2007 l'un des plus importants centres privés de chirurgie de la main à Trappes, dans les Yvelines. Christian Couturier a également fondé le réseau Prévention Main Île-de-France qu'il a dirigé entre 2003 et 2012. Objectif, aider les traumatisés de la main à se réhabiliter au niveau socio-professionnel. Durant ces 10 années d'action bénévole, j'ai vraiment cru à notre système de santé, explique Christian Couturier. Mais très vite, je me suis aperçu que si quelque chose n'allait pas, c'était toujours de la faute des médecins. Nous étions sans cesse montrés du doigt. Après avoir beaucoup donné de sa vie privée, ce papa de 4 enfants décide donc de cofonder l'Union française pour la médecine libre en 2012, avant de la quitter 1 an plus tard. Entre-temps, j'ai vu mes charges sociales tripler sans gagner plus, souligne Christian Couturier. Un ras-le-bol qui le pousse à créer Liberté Sociale. Notre objectif est de proposer une alternative à la Sécu, une nouvelle organisation sociale, dit-il. On a peut-être la meilleure protection sociale, mais on ne peut plus la payer. Et Christian Couturier d'ajouter « Je ne veux pas endetter mes enfants ». Le chirurgien a donc choisi la désobéissance. Il a quitté les organismes sociaux. C'est le seul moyen d'attirer les pouvoirs publics et d'être entendu, conclut-il. Il faut dire que nous ne cautionnons plus la gabegie, on ne peut pas faire n'importe quoi avec l'argent de la collectivité. Alors Christian Couturier, il y a un petit peu un paradoxe parce que vous dites quand même qu'on a la meilleure protection sociale. Mais vous en sortez. Bien sûr, cette protection sociale, elle est très bonne. Je ferai un parallèle avec ce qui se passe en Allemagne. Quand on regarde les résultats des études de l'OCDE, on s'aperçoit que finalement, en France, on n'est pas très supérieur aux autres pays européens. On est même en dessous d'un certain nombre, et notamment par rapport à l'Allemagne, qui pour nous est une des références dans le domaine, parce que sur les critères de qualité de vie, de durée de vie, de qualité de vie chez les personnes âgées. Donc notre système est bon, mais il n'est pas le seul. Et je crois qu'il serait absurde de ne pas regarder ce qui fonctionne ailleurs. Et c'est ce qu'on a fait dans Liberté Sociale. D'abord, on s'est inquiété du droit. Il faut quand même savoir que la liberté de choix, elle est garantie par tous les traités européens. Tous les Européens ont le choix sur plein de choses et pas les Français. Et notamment sur la protection sociale. Pourquoi on n'aurait pas le choix, nous ? Pourquoi on serait Depuis quand ? Depuis tout le temps. C'est-à-dire que le traité de Rome, déjà, a été... le traité de Rome a été le point de départ, mais avec le traité de Lisbonne, il y a une nouvelle donne sur la politique sociale. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, une organisation sociale, quelle qu'elle soit, ne peut pas faire n'importe quoi. Il y a des notions de justice, d'équité, d'accessibilité, et si on prend point par point, on aura peut-être l'occasion d'en reparler. Mais allons-y justement. Qu'est-ce que vous estimez que le système doit absolument changer ? Vous dites il faut que les personnes aient le choix de s'affilier ou de ne pas s'affilier. Bon, ça, vous le recommandez pour tout le monde, pour certains, de le faire tout de suite, seul ?
conseillez? Comment fonctionnez-vous? Et pourquoi? Parce que vous dites, les Allemands, si on fait la comparaison justement entre un médecin allemand et un médecin allemand est, paraît-il, beaucoup mieux couvert qu'un médecin français. Alors effectivement, les Allemands, globalement, sont mieux couverts que nous. Enfin, en tout cas, ils sont couverts différemment. Si vous voulez, la problématique, et on revient sur les principes même de la solidarité, qui pour nous sont essentiels. Personne ne conteste la solidarité dans Liberté sociale. Personne ne conteste qu'il faille, quand on gagne plus d'argent, cotiser plus que ceux qui gagnent peu. C'est pas le problème. Le problème, c'est qu'on devrait avoir au moins les mêmes droits. Et alors, je vais vous donner des exemples tout simples. Prenez par exemple quelqu'un qui est malade, qui est en arrêt de travail, il a des indemnités journalières. C'est la sécurité sociale, ça. Eh bien, si vous êtes fonctionnaire, vous êtes malade, vous avez 0 jour de carence. C'est-à-dire que dès le premier jour d'arrêt de travail, vous êtes indemnisé. Si vous êtes salarié, vous avez 3 jours. Pourquoi cette différence? Pourquoi est-ce que le salarié devra attendre 3 jours? Le salarié du privé devrait attendre 3 jours pour être indemnisé. Et puis alors, si vous passez vers un artisan ou un indépendant comme un médecin, qui sont quand même des gros cotisants quand ils ont des chiffres d'affaires conséquents. C'est 90? Eh bien, l'artisan, c'est 8 jours. On peut se dire, ma foi, c'est pas très loin. Mais le médecin, c'est 90 jours. 90 jours pendant 3 mois, vous êtes malade. Vous ne pouvez pas gagner votre vie et vous ne touchez rien. Alors, c'est pas un problème de cotiser plus quand on gagne plus. C'est un des principes même de la solidarité, d'aider les autres quand on peut le faire. Mais ça peut être changé dans le cadre de l'organisation existante de la protection sociale, non? Ben oui, mais pourquoi ça n'a jamais été fait? Mais est-ce que ça suppose de changer de système? Parce que vous, ce que vous préconisez, c'est de changer de système. Alors nous, ce qu'on préconise, c'est d'introduire dans ce système un petit peu de concurrence. Si on introduit de la concurrence dans le système actuel, le système va devoir devenir performant pour pouvoir lutter contre la concurrence. Je vais vous donner des exemples très précis. Quand on a voulu introduire la concurrence dans les télécoms ou dans l'énergie, beaucoup de gens ont craint que ça leur coûte beaucoup plus cher. Aujourd'hui, quand vous regardez les prestations que vous avez pour le tarif qui est proposé, tout le monde a gagné. Même les gens qui sont en difficulté, qui ne pouvaient pas se payer un téléphone autrefois, ils ont maintenant accès à la téléphonie mobile avec des forfaits qui sont quasiment donnés. Et c'est pareil pour l'énergie. Alors, la concurrence, c'est pas un gros mot. C'est quelque chose qui peut être positif. Les Allemands l'ont très bien fait. Les Allemands, ils ont dit, c'est Gerhard Schröder. C'est quand même un social-démocrate, Gerhard Schröder. C'est socialiste allemand. Hein. Il a dit, en 2002, la sécurité sociale allemande ne va plus. Elle est en déficit chronique, comme la France, pareil. Alors, ils ont dit, il y a une partie de la population à qui on ne peut pas offrir des prestations à la hauteur de ce qu'ils cotisent. Alors, on va proposer à cette partie de la population de prendre une assurance un peu sur mesure, une assurance qui va être privée, avec des conditions fixées par l'État quand même, c'est-à-dire que les gens ne font pas n'importe quoi, hein. Et c'est l'État qui fixe les règles. Eh bien, 50% des Allemands qui pouvaient aller dans cette organisation privée n'y sont pas allés. Ils ont préféré rester dans le système public. Et ça a très bien fonctionné. Mais comme un certain nombre d'Allemands est parti dans le système privé, la sécurité sociale s'est dit « je vais perdre tous mes gros payeurs ». Il faut donc que je me réforme pour devenir performante. Et c'est ce qu'elle a fait. Et en 2011, la sécurité sociale allemande avait 19,5 milliards d'euros de bénéfices. Vous entendez, du bénéfice, où nous, on tourne toujours entre 20 et 15 milliards d'euros de déficit. Alors c'est possible. Il faut juste regarder ce qui se passe ailleurs, l'adapter bien évidemment à la société française, mais les Français sont les mêmes citoyens européens que les Allemands. Christian Couturier, est-ce que vous vous êtes désaffilié aujourd'hui? Bien sûr, je suis désaffilié depuis presque 2 ans maintenant. Comment ça s'est passé? C'était un petit peu difficile au début. C'est-à-dire qu'il est essentiel de ne pas se désaffilier tout seul. Alors, sur notre site, liberté sociale sans accent et en un seul mot.eu, il y a un certain nombre d'informations pour vous expliquer comment faire. La désaffiliation, c'est d'abord respecter la réglementation européenne qui dit qu'on a l'obligation d'être affilié à un régime de sécurité sociale. Donc vous prenez un assureur privé. Voilà, donc il faut d'abord choisir un autre assureur. Il se trouve qu'aujourd'hui... Il est français? Non, il est anglais parce qu'on avait des assureurs qui nous proposaient des assurances en France. Et cet assureur, que je ne citerai pas pour ne pas lui porter préjudice, nous a contactés en nous disant les offres qu'on vous a fait pour vous faire des assurances privées en France, il faut les retirer de votre site parce que l'État nous fait des pressions et menace nos intérêts.
Donc cet assureur privé français s'est retiré du jeu. Alors on a choisi un assureur anglais, mais n'importe quel autre assureur européen. Nous, on est des citoyens européens. C'est dans le cadre de cette citoyenneté qu'on revendique le droit de pouvoir choisir. Alors, vous avez écrit à l'URSSAF ou à votre caisse et vous avez dit, voilà, maintenant je suis affilié à un assureur privé. Comment ça s'est passé ? Alors tout à fait, il y a des courriers types pour informer, après avoir pris une assurance. La première chose qui est la plus importante à faire, c'est prendre une assurance santé. Et donc, on écrit aux organismes sociaux en leur disant « je suis désaffilié ». Évidemment, ils refusent parce qu'eux, ils disent « vous voyez bien nos contradicteurs », ils disent qu'on n'a pas le droit et qu'on ne peut pas. Donc, s'en suivent des procédures juridiques qui nous amènent systématiquement devant le tribunal des affaires sociales. Écoutez, depuis presque 2 ans que je suis désaffilié, j'ai eu 2 fois à comparaître devant le tribunal des affaires sociales, une fois pour le RSI, une fois pour l'URSSAF, et à chaque fois il n'y a pas eu de jugement, il n'y a pas eu de plaidoirie, il y a juste eu un report. C'est un petit peu, et c'est le cas d'énormément de libérés, comme on s'appelle. On a l'impression que il y a un refus de plaider ces problèmes au niveau du TAS. Parce qu'aujourd'hui, il y a un vide juridique. C'est-à-dire que l'Europe vous dit oui, le droit européen accepte la libre concurrence, mais l'Europe ne remet pas en cause le monopole de la sécurité sociale. Alors c'est effectivement toute la problématique. C'est une question d'interprétation du droit. Pour nous, les choses sont claires. L'Europe a autorisé depuis 1992 la libre circulation des assurances sociales et des assurés sociaux. Et c'est vrai que dans le préambule de ce texte, il est clairement dit que sont exclus du champ d'application du texte les organismes légaux de sécurité sociale. Et c'est là où il y a une discussion. Parce qu'un organisme légal, c'est pas que la loi l'a décidé. En droit européen, un organisme légal, c'est un organisme qui s'applique à une entièreté de population. Or, il s'avère que dans leur constitution même, tous les organismes sociaux français sont en droit des organismes privés et des mutuelles. Par ailleurs, si vous regardez bien, aujourd'hui, vous avez les salariés qui cotisent à une organisation, vous avez les indépendants qui cotisent à une autre, le RSI, vous avez les agriculteurs qui cotisent à une autre. Donc, nous n'avons que des régimes professionnels, et ça, l'arrêt Podesta l'a clairement confirmé. Podesta, c'est un arrêt, on ne va pas rentrer dans le juridique parce que c'est vraiment très compliqué. Oui, mais c'est un point important parce que ça veut dire que votre point d'appui, c'est sur l'interprétation de ce que signifient les organismes légaux. Bien sûr, entre autres. Et puis, il y a quand même eu une transposition en droit français par Lionel Jospin de ces directives européennes. Il faut quand même savoir que ça a été transposé en 1994, alors que les directives étaient de 1992. Mais pour qu'elles soient appliquées, il fallait une ordonnance. Et l'Europe a condamné la France en 2000 parce qu'elle n'avait pas fait cette ordonnance qui autorisait la mise en application de la transposition. Pourquoi est-ce que la France a attendu si longtemps et qu'elle a attendu une pénalité financière pour être contrainte à la transposition? C'est qu'il y avait quand même quelque chose dans cette loi qui nous autorisait à penser que nous sommes aujourd'hui dans notre bon droit. Alors, c'est transposé maintenant ? Ah ben c'est transposé, oui. Ça existe en droit français, tout à fait, depuis 2001. Alors après, effectivement, il peut y avoir une interprétation de la loi, et ça, je le concède. Mais justement, c'est ce que nous demandons. Nous demandons que nos affaires soient plaidées. Il y a déjà eu plein de jurisprudences partielles qui nous amènent petit à petit à penser que nous avons de plus en plus raison. Mais la justice ne vous a pas toujours été favorable. C'est vrai. Il y a eu quelques cas où il y a eu des condamnations. Alors, soit c'est parce qu'il y avait un vice de procédure. Aujourd'hui, il y a des libérés qui peuvent témoigner pour dire j'ai été condamné. Oui, parce qu'ils n'ont pas suivi la procédure. Ça, c'est la première chose. C'est pour ça qu'il faut être accompagné. Vous me posiez la question tout à l'heure. Il ne faut pas quitter les organismes sociaux tout seul. Il faut être accompagné. Et aujourd'hui, il y a un organisme qui s'appelle le MLPS. Il y en a d'autres qui vont arriver, qui sont là pour aider ceux qui veulent se libérer de cette organisation. Quoi qu'il en soit, l'aspect juridique est toujours un aspect problématique parce que quand vous allez devant un juge, vous avez Monsieur A qui dit quelque chose, Monsieur B qui n'est pas d'accord, et ça va être au juge d'interpréter la loi. Et nous sommes prêts à aller dans toutes les juridictions françaises pour nous faire entendre. Et si on estime, et ça c'est dans le droit européen, si on estime que les juges français ne nous donnent pas raison alors que notre interprétation de la loi nous est favorable, eh bien nous n'hésiterons pas à interroger une nouvelle fois la Cour de justice de l'Union européenne, qui a déjà été interrogée quelques fois. Alors, vous me parliez de la jurisprudence négative pour nous. C'est vrai, il y a très longtemps des gens qui ont été condamnés parce qu'ils avaient quitté les organismes sociaux, mais ils disaient « je ne veux pas payer ».
et ils ne payaient rien. Alors ça, on n'a pas le droit. On n'a pas le droit, on doit s'affilier. Il faut s'affilier. Il faut s'affilier quelque part. Ça, c'est essentiel. Voilà. Et puis, on ne peut pas rester sans protection sociale. Christian Couturier, on va en reparler bien sûr après 8 heures. Combien de personnes se sont réellement désaffiliées aujourd'hui? Moins de 500, il paraît. Oui, c'est très difficile à dire parce que... Marisol Touraine a demandé les chiffres exacts. Oui, tout à fait. Le RSI a été interrogé. Marisol Touraine avait envoyé une circulaire dans tous les organismes sociaux. Je vais vous donner, on parlait du RSI que je connais un petit peu mieux, on nous dit qu'on est 472. Alors déjà, ça me fait rire parce que pourquoi faire une loi pour 472 personnes, pour les bâillonner, pour les faire taire, alors qu'il y a 2,8 millions de gens qui cotisent au RSI. Donc déjà, ça m'interroge. Et ça m'interpelle, cette agressivité m'interpelle pour si peu. On nous dit qu'on est très peu nombreux. Il est très difficile de se comptabiliser parce que il y a des gens qui adhèrent à Liberté sociale, d'autres qui adhèrent au MLPS, d'autres qui font ça tout seul avec leur avocat. Donc on n'a pas pour l'instant d'endroit physique où on puisse collecter toutes les libérations entre guillemets. On est en train de mettre en place un observatoire et on espère bien d'ici 5 ou 6 mois avoir des chiffres un peu plus précis. Mais aujourd'hui, pour répondre précisément à votre question, on peut estimer qu'on est un peu plus de 60 000 Français à avoir entamé les démarches. 60 000? Oui, à avoir entamé les démarches. Et pas 472? Non. Pourquoi ce chiffre? Parce que l'assureur aujourd'hui qui assure les Français qui veulent se libérer du système social français est unique en termes de santé. Et cet assureur a un contrat spécifique. Il a du mal à donner ces chiffres, mais on estime le nombre de contrats à environ 60 000. Ceux qui ont été résiliés? Ceux qui ont fait les demandes de résiliation. C'est ça. C'est par là que vous pouvez obtenir un chiffre unique, en fait. Oui, mais ce serait un mensonge que vous garantir ce chiffre. C'est une évaluation, une estimation. Christian Couturier, vous restez avec nous, secrétaire général de Liberté sociale. Évidemment, quantité de questions encore à vous poser sur l'initiative que vous avez prise à travers Liberté sociale de vous désaffilier, tout en restant naturellement assuré un système de protection sociale. On y revient dans quelques instants, après l'édito de Gérard Leclerc. À tout de suite. Christian Couturier, secrétaire général de Liberté sociale. C'est un mouvement qui est apolitique et qui propose de se désaffilier de la sécurité sociale et de prendre une assurance privée. Il l'a dit tout à l'heure, justement, en mettant de la concurrence dans le système, eh bien, ça obligera le système français auquel il est attaché à devenir plus performant. Alors évidemment, on se pose quantité de questions parce que ça n'a pas été simple pour Christian Couturier, qui est médecin chirurgien de la main, spécialiste de haut niveau sur ces questions-là précisément, qui ne récuse pas l'idée de devoir se couvrir naturellement socialement. C'est l'erreur qu'ont faite certaines personnes qui ont voulu quitter le système en se soustrayant à toute forme de couverture sociale. Il conseille naturellement, pour les personnes que cela intéresserait, d'être accompagnées. Mais il faut s'attendre à un parcours du combattant quand même, Christian Couturier, parce que vous êtes désaffilié depuis 2 ans. Combien de passages d'huissier, de tribunal, tout ça? Alors, de tribunaux, parce que je conjugue au pluriel, c'est obligatoire. J'ai, pour l'instant, avec l'URSSAF, il y a eu 21 procédures avec des commissions de recours amiables. J'ai vu les huissiers une petite dizaine de fois m'apporter des contraintes à payer, donc sur lesquelles on s'est opposé, bien sûr. Et j'ai eu 2 convocations au tribunal des affaires de sécurité sociale. Mais finalement, pour 2 ans, c'est pas énorme. C'est pour moi beaucoup moins stressant que de faire une opération compliquée avec une main explosée sur un pétard. Mais aujourd'hui, rien, vous n'avez rien payé? Pour l'instant, non. Frais d'avocat, oui. Frais d'avocat, bien entendu. Nous essayons de faire une jurisprudence et effectivement, dans le cadre de notre organisation, nous essayons d'être les précurseurs, mais on n'est pas tout seul. Il y a des tas de gens qui se libèrent. Il y a plusieurs manières de faire. Soit vous pouvez être accompagné par une organisation qui vous donne des documentations pour le faire, comme le MLPS. Et MLPS, bientôt, qui veut dire? C'est le mouvement pour la libération de la protection sociale, un mouvement qui avait été créé par un dentiste qui est aujourd'hui à la retraite, M. Claude Reichmann, mais toujours très actif. Et d'autres organisations qui sont en train de se mettre en place pour aider et accompagner les gens. Mais vous pouvez aussi prendre un avocat qui vous prend en charge. Ce n'est pas les mêmes coûts, ce n'est pas les mêmes tarifs. Voilà. Alors, vous avez dit que 60 000 personnes avaient engagé une procédure de désaffiliation, contrairement aux 472 qui sont annoncés par les pouvoirs publics, semble-t-il. Effectivement, c'est l'estimation qu'on en fait, mais ce n'est qu'une estimation. Ce dont parlent les pouvoirs publics, c'est 472 dans le cadre du RSI, qui est un des organismes de collecte des fonds de sécurité sociale. Donc, voilà, après, c'est une affaire de guerre. C'est pas le problème, le fond du problème n'est pas là. Le fond du problème, il est politique. Le fond du problème, il est de pouvoir dire aux personnalités politiques qui dirigent notre pays
que depuis très longtemps, qu'ils soient de droite comme de gauche, ils sont complètement irresponsables. Ils laissent la dette filer. Mais à qui profite le crime? Pourquoi est-ce qu'on laisse cette dette sociale? Pourquoi on ne la maîtrise pas? On est en train d'enterrer les générations à venir, et ça, c'est grave. C'est grave pour nos enfants de les endetter. Le gouvernement refuse de nous écouter. On a une proposition, vous l'avez vu, parce que vous nous avez fait l'honneur de venir à notre conférence de presse. Il y avait un huissier d'ailleurs. Et il y avait un huissier. Alors effectivement, si on n'est que 472, pourquoi est-ce que le RSI nous envoie un huissier qui a enregistré notre conférence de presse? Vous vous rendez compte? Quelle agressivité! Comme on est agressé tout le temps parce qu'on pense différemment. Et il y avait beaucoup de médias aussi, il faut le rappeler. Oui, il y avait beaucoup de médias, et on remercie tous les médias qui sont venus, parce que malheureusement, ce qui est ressorti dans beaucoup des articles de presse et à la télé, c'est pas ce que nous on dit, c'est pas nos propositions. On nous a toujours parlé de la même chose, vous n'êtes pas solidaire, enfin tout le blabla classique, alors qu'on a des vraies propositions. Faut quand même savoir que le gouvernement fait tout pour nous bâillonner, nous faire taire. Voilà, des sanctions pénales accrues, et puis... Ah ben oui. Combien? 2 ans? 2 ans d'emprisonnement? Oui, 2 ans. Ça peut aller jusqu'à 2 ans et 30 000 euros d'amende. Enfin, vous vous rendez compte? Alors que nous, on veut simplement dire des choses. On refuse de nous écouter. On a des propositions écrites. On a écrit à M. Macron. Nous, on est prêts aujourd'hui à être reçus sur un plateau de télévision en direct avec Mme Marisol Touraine, si elle veut, avec M. Macron, s'il veut, avec M. Valls. On va leur proposer des choses. Il y a des choses qui sont incontestables dans le droit et dans les recommandations de l'Europe. Et ça, on ne peut pas. Alors, qu'est-ce que vous allez leur proposer? Alors, on va leur proposer cette réforme qui introduit un petit peu de concurrence, qui ne détruit pas le système, mais qui le rend performant. On a fait des études économiques. On a fait ce qu'on appelle un benchmark. Vous savez, on va voir ce qui se passe ailleurs. On voit ce qui est bien, ce qui n'est pas bien. Et on essaye de tirer parti de ce qui est bien ailleurs et qui pourrait être transposable. Vous m'avez parlé tout à l'heure d'autres pays. On a regardé un petit peu ce qui se passe en Allemagne, ce qui se passe aux Pays-Bas. Et on a fait une étude qui nous permet aujourd'hui d'indiquer, je ne peux pas vous la détailler là parce que c'est très compliqué, il faudrait vraiment avoir des diapositives pour le montrer un petit peu. Mais ce qu'on a montré avec notre étude, c'est qu'on peut réinjecter dans la poche des Français, c'est-à-dire dans leur pouvoir d'achat, aujourd'hui en net 19% de leur salaire. C'est énorme. C'est-à-dire que notre étude économique, qui a été validée par des gens sérieux, notre étude économique montre que sans rien perdre de la qualité... On peut les citer, c'est White & Case qui a fait un... Alors, White & Case, c'est notre cabinet de conseil. C'est un cabinet de conseil qui traite beaucoup d'affaires internationales, c'est les avocats de Microsoft, entre autres, et qui sont férus de droit européen. Eux, ils ne nous ont pas fait d'études économiques. Ils nous ont indiqué... Enfin, ils sont partie prenante. Mais ils sont partie prenante, bien sûr, parce que eux, ils connaissent très bien la législation européenne, ils connaissent très bien les différents traités qui régissent la libre circulation et des assurés sociaux et des individus en Europe, et ils voient un certain nombre de failles, mais une quantité phénoménale de failles dans notre système qui sont contraires au droit européen. Ça, c'est l'aspect juridique. Alors, en particulier, le statut des régimes de sécurité sociale qui ont des numéros de SIRET, en fait, qui sont des organismes privés, etc. Il y a en tout cas une opacité complète là-dessus. Bien sûr. Quoi qu'on soit, quel que soit l'avis qu'on ait sur le sujet, on sait très peu finalement ce qui se passe et aussi également le train de vie de certaines personnes dans ces milieux-là. Mais ça, c'est l'aspect juridique. L'aspect, vous, c'est l'aspect économique sur les 19%. Comment est-ce que vous y arrivez quand même? Alors, juste, si vous permettez, puisque vous avez parlé du juridique, après on pourra clore ce sujet, il faut quand même savoir que les organismes sociaux français, qui sont donc des mutuelles en droit, des organismes privés, devraient être inscrits sur un registre national des mutuelles depuis 2002 et devaient être dissous fin 2002, ça c'est dans la loi, s'ils n'étaient pas inscrits. Eh bien, on a demandé à la CADA, qui est la commission qui nous donne les informations administratives, qui a refusé de nous donner les informations. Elle a été condamnée par un juge, les contraignant de nous donner ces informations. Eh bien, je peux vous le dire, ces mutuelles ne sont pas inscrites. Donc les mutuelles, ce sont les régimes de sécurité sociale? Oui, ce sont des régimes de sécurité sociale qui sont des mutuelles en droit. Eh bien, ils ne sont pas inscrits sur ce registre. Alors, bon sang, c'est bien d'aller nous dire qu'on est dans l'illégalité. Alors, qui les choisit? Parce qu'en fait, ce sont des privés. Eh bien, il n'y a jamais eu d'appel d'offres.
Ça a été déterminé par l'État. Ils ont dit, ben voilà, on va créer telle organisation et on leur a donné une gestion sans qu'il y ait eu d'appel d'offres. Ça, c'est complètement illégal. Alors, je ne voulais pas rentrer dans le juridique parce que c'est vrai mais que là, il y a un sujet, il y a un front en tout cas que vous avez ouvert. Bien sûr, et il y en a des tas d'autres. On ne peut pas en 20 minutes parler de tout, mais il y a des tas d'autres sujets sur lesquels les organisations sont hors la loi, si je puis dire. Et donc, pour revenir à l'étude économique, c'est quand même très important, ça. Alors, le système hollandais, parce qu'en fait, c'est quand même un système de référence. Ce que je voudrais qu'on l'on dise peut-être, enfin, je voudrais que vous expliquiez en tout cas votre point de vue sur le sujet pour que mes idées soient au clair. Ce que craignent la plupart des personnes qui nous écoutent sans doute, c'est qu'on évolue vers un système à plusieurs vitesses, où les pauvres meurent dans la rue dans l'indifférence générale, où finalement ce sont les plus riches qui s'en tirent toujours le mieux. On veut éviter ce système-là, parce que ce n'est pas dans la conscience nationale française, c'est vrai, ce n'est pas non plus nécessairement dans la culture catholique. Alors, Christophe Couturier, dites-nous, quel est le meilleur système en quelque sorte? Parce que l'État peut réguler les choses, avoir un panier obligatoire, être obligé de prendre en charge toute personne, quelle qu'elle soit. Le fait de ne pas avoir de fichier national non plus pour exclure les gens sur des critères qui ne seraient pas convenables. Voilà. Alors expliquez-nous quel est le meilleur système. Vous avez tout à fait raison. Je ne sais pas quel est le meilleur système, mais nous on a regardé et je peux vous donner l'exemple des Pays-Bas. Voilà. Les Pays-Bas, en 2006, ils ont supprimé toutes les caisses de sécurité sociale publiques. Toutes. Et ils les ont remplacées par un libre marché d'assurance exclusivement privé. Mais c'est l'État qui a fixé ces règles de partenariat entre le public et le privé. Il a déterminé un certain nombre de choses. Par exemple, le panier de soins de base, qui a été défini par l'État. La prime a été déterminée comme étant indépendante de l'âge, de l'état de santé, des revenus des gens. L'État a déterminé aussi que l'assureur ne pouvait pas refuser de couvrir un individu. Et enfin, les assurés avaient un libre choix. Donc, vous voyez, c'est l'État qui a fixé les règles. Y compris tous les ans, on peut changer de Exactement, on couverture. peut changer tous les ans de couverture. Donc, l'État a fixé les règles, c'est le rôle de l'État, c'est des fonctions régaliennes, il décide. Bam. Mais ensuite, ce sont des assureurs privés qui disent « je prends pas, je fais pas ». En Hollande, pour faire résumer, il y a 3 niveaux de prise en charge. 2 niveaux obligatoires. Le premier niveau, c'est une prise en charge des soins lourds. Quand l'assureur décide de rentrer dans cette prise en charge des soins lourds, eh bien, il s'engage à financer tous les soins de réanimation, les cancers, toutes les maladies, comme chez nous en France. Et les gens sont pris en charge avec un meilleur taux que chez nous. Ça leur coûte moins cher. Mais ça leur coûte moins cher et puis surtout, ils sont mieux couverts. Il faut quand même savoir. Alors, ça, les Français le savent. Faites une comparaison. En quoi ça coûte moins cher et en quoi je suis mieux couvert? D'abord, ça coûte moins cher parce que ce n'est pas forcément lié au revenu des gens, et d'une. Donc, c'est une prime d'assurance que vous payez et qui est identique pour tout le monde. Alors, vous allez me dire, ah oui, mais enfin, les pauvres, ils n'ont pas d'argent, comment ils font? Eh bien, ils ont tout prévu. L'État, il a déterminé que les gens qui étaient pauvres et les jeunes de moins de 18 ans, qui ne sont pas forcément pauvres d'ailleurs, eh bien, ils avaient un libre choix toujours, ils choisissaient leur assureur, mais c'était l'État qui prenait en charge leur prime d'assurance par un fonds de solidarité nationale. Donc, vous voyez, dans le privé, purement privé, 100% aux Pays-Bas, il y a de la solidarité. Ce n'est pas un problème. Alors après, qu'est-ce qui se passe? Je vais vous donner un exemple tout bête. Aujourd'hui, vous êtes à la sécurité sociale française. Vous pensez que vous êtes bien couvert. Mais ce n'est pas vrai. Vous êtes couvert à 70% des frais les plus courants. Et vous êtes couvert globalement à 46% des frais de santé, tout confondu. Ça veut dire qu'il y a un reste à charge énorme. Donc, 85% des Français ont des mutuelles et bientôt, tous les Français quasiment auront des mutuelles. Mutuelles qui coûtent cher, dont les tarifs augmentent tous les ans, dont les remboursements diminuent. Les gens le voient bien quand même quand ils vont chez le médecin ou chez le pharmacien, ils voient bien qu'ils sont de moins en moins remboursés. Eh bien, il y a quand même un reste à charge de plus de 7%. Et quand vous allez à l'hôpital, que vous allez en réanimation pour quelque chose de grave, vous pensez que vous êtes couvert à 100% par la Sécu. Eh bien, c'est faux. Si vous n'avez pas de mutuelle, c'est-à-dire si vous comptez uniquement sur le système dit solidaire de la sécurité sociale, eh bien, quand vous allez en réanimation, vous avez un reste à charge qui peut aller de quelques centaines à plusieurs milliers d'euros par jour, suivant la lourdeur des soins. Pourquoi? Parce qu'il y a un reste à charge, y compris pour les soins qu'on pense être pris en charge à 100%. Et les Français ne le savent pas, parce qu'ils n'ont jamais de facture. Ils ont leur mutuelle qui paye la différence et ils ne voient pas ce qui reste à charge. Alors, ils commencent à s'en rendre compte parce qu'ils ne sont pas idiots. Mais quand même, il faut se sortir de l'esprit que la Sécu couvre bien. La Sécu coûte très très cher et couvre très mal, enfin en tout cas l'assurance maladie. Et puis alors, parlons des retraites. Sacré bon sang, vous avez aujourd'hui des gens qui sont à la retraite qui ont moins de droits que les autres. Je vais vous donner un exemple tout bête. Aujourd'hui, un salarié, pour avoir droit à sa retraite, il lui faut 40 ans de cotisation, 40 annuités de cotisation. Eh bien, aujourd'hui, les dirigeants, ceux qui nous empêchent de parler, ceux qui nous bâillonnent, eh bien, ils peuvent accéder à la totalité de leur retraite, les députés, pour 22 ans et demi de cotisation seulement. Pourquoi?
Ça, c'est de la solidarité? Eh bien, ça, c'en est pas. Ce sont des privilèges. Eh bien oui, c'est des privilèges. Et je comprends maintenant qu'ils soient agressifs, qu'ils nous envoient des huissiers et qu'ils fassent des lois contre nous. Alors, je ne veux pas être trop agressif parce que ce n'est pas le but, mais il faut quand même que les Français se rendent compte de la vérité, sacré nom de nom. Quand vous parlez la péréquation, qu'est-ce que c'est la péréquation? Vous avez des caisses qui sont excédentaires, qui vont aider les caisses qui sont en déficit. Les caisses de retraite des sénateurs, des députés ne font pas de péréquation. Elles ne vont jamais aider les caisses des indigents et des pauvres quand elles ont des excédents. Elles gardent les avantages pour elles. Ah, il faut une nuit du 4 août, hein. Ben oui, mais enfin c'est quand même incroyable. Selon vous, hein, si on vous suit. Mais non, mais bien sûr, mais c'est un vrai problème. Oui. On nous dit la retraite par capitalisation, ah quelle horreur, c'est pas bien, c'est abominable. La retraite des sénateurs, elle est double. Vous avez une petite composante de base par répartition, comme pour tous les salariés français, et une grosse composante par capitalisation. Alors, ce qui est bon pour les sénateurs et solidaire pour les sénateurs, ça ne le serait pas pour les salariés qui vont travailler tous les jours pour gagner le minimum qui les met juste au-dessus des minima sociaux. Mais enfin, quelle honte! Il faut le dire aux auditeurs, ça. Il faut le dire aux Français. Il y a une injustice. Mais bien sûr qu'il y a une injustice. Et on comprend qu'ils soient agressifs et que le pouvoir législatif essaye de nous faire taire. Christian Couturier, à partir de quand est-ce rentable de se désaffilier de la Sécu? Alors, c'est difficile de dire ça parce que chacun, nous ce qu'on veut c'est que chacun ait le choix. Il va faire une étude entre ce que lui propose la Sécu, combien ça lui coûte, si elle reste système public comme en Allemagne. En Allemagne, il faut savoir qu'il y a les deux. Il y a la Sécu publique et puis il y a des organismes privés. Ou alors il va choisir une assurance privée. Chacun sera libre, maître de ses choix. Mais aujourd'hui, on peut dire qu'en ne touchant qu'à la partie maladie de la sécurité sociale, notre étude économique nous permet de montrer qu'un salarié moyen peut gagner, le salaire moyen français, c'est 2830 €. Eh bien, brut, chaque salarié français va pouvoir gagner 19% de son salaire net. 19% d'augmentation, rien qu'en touchant à la branche maladie. Donc, c'est à chaque salarié de voir ce qui est le plus intéressant pour lui. Aucun homme politique ne s'est emparé de ce sujet aujourd'hui. Bah évidemment qu'ils ne veulent pas s'emparer du sujet. Bah si, quand même, c'est quand même un sujet. Vous dites, je vous donne 19% de pouvoir d'achat en plus. Nicolas Sarkozy a fait toute une campagne sur le pouvoir d'achat. Oui, sauf qu'il n'a jamais mis en application ces choses-là. Pourquoi? Parce que quand on est au pouvoir, c'est un petit peu plus compliqué d'aller dire à tous ceux qui décident, terminez vos privilèges, vous revenez au même niveau que les autres. Et ça, c'est compliqué, ça. Ça, c'est un discours politique. Alors, cette saine concurrence, il ne faut pas qu'elle soit une concurrence agressive. Cette saine concurrence, elle va nous apporter un libre choix. Et les gens feront en leur âme et conscience. Ils ne sont pas idiots, les Français. Ils sont capables de choisir une bonne école pour leurs enfants. Ils sont capables de choisir une bonne assurance pour leur voiture. Pourquoi ils ne seraient pas capables de choisir une bonne protection sociale? Pour les voitures, il y a des malus, des bonus. Exactement. Il en faut pour la santé? Non, je pense pas. Enfin, cela dit, on peut faire des bonus parce que les Hollandais l'ont prévu. En Nouvelle-Zélande aussi, ça vient d'être complètement réformé, le système social, et ils ont prévu des bonus, c'est-à-dire que quand vous faites de la prévention, je crois que c'est aux Pays-Bas, je ne voudrais pas me tromper. Non, je crois que c'est la Nouvelle-Zélande. C'est en Nouvelle-Zélande, oui. Je pense que le système est effectivement... alors, allez-y, expliquez le système. Oui, tout à fait. Vous êtes vertueux, vous gagnez plus. Exactement. En Nouvelle-Zélande, si vous êtes capable de faire de la prévention, eh bien, et que vous montrez que vous faites de la prévention en faisant du sport, en participant à des activités qui vont vous enseigner, par exemple, le mieux vivre, le mieux manger, eh bien, vous pouvez avoir des bonus pour payer un petit peu moins cher vos cotisations. Bon, c'est très écolo, ça, vous voyez, c'est quand même sûr. consensuel politiquement. Normalement, c'est consensuel. Et puis surtout, c'est responsable. C'est-à-dire que les gens ne se disent plus « Ah, mais c'est pas grave, c'est les autres qui payent ». Ils s'aperçoivent qu'ils ont un impact direct sur, un, leur santé, et deux, leur cotisation sociale. Et ça, c'est important de responsabiliser les gens qui comprennent que la santé n'est pas gratuite, que la Sécu, c'est pas gratuit, c'est eux qui payent. Un salarié français aujourd'hui, quand il regarde sa fiche de paye, surtout que ça va bientôt changer, il s'aperçoit même pas de ce que ça lui coûte, la Sécu. Qu'est-ce qui va changer? Eh bien, vous savez que bientôt, sur les fiches de paye, ne vont plus apparaître les charges patronales, ça va être simplifié. Eh bien, aujourd'hui, les charges patronales, c'est pas le patron qui les paye, c'est le fruit du travail du salarié, c'est le salarié qui les paye. C'est toute la notion du salaire total, du salaire complet. Quand vous prenez un salarié qui est au salaire moyen français, 50% du fruit de son travail part en charge sociale. Eh ben nous, on lui en redonne 19%. Voilà, juste en faisant un petit aménagement que d'autres pays ont fait et où on a montré que ça fonctionnait. Pourquoi les politiques ne veulent pas? Aux Pays-Bas, c'était le cas? Oui, restitution de pouvoir d'achat? Oui, tout à fait, c'était le cas aux Pays-Bas. Et même en Allemagne. Alors, c'est quand même incroyable que depuis 30 ans, les gouvernements de droite et de gauche continuent dans cette gabegie, continuent dans cet échec, et nous bâillonnent alors que nous, on a une option qui est favorable. C'est quand même hallucinant. Sur votre propre, Christian Couturier, c'est votre propre cas, si je puis dire. Vous, jusqu'où êtes-vous prêt à aller? Vous estimez que vous êtes sorti
du plus difficile, vous êtes passé par, on le disait tout à l'heure, des tribunaux, des huissiers, etc. Aujourd'hui, vous estimez que c'est une affaire qui est derrière vous, que vous avez réellement changé de système? Où en êtes-vous? Alors, et combien payez-vous pour votre assurance privée, si moi, aujourd'hui, je suis effectivement sorti du système, mais je suis dans la procédure juridique. Moi, je considère que la loi est pour moi. C'est l'interprétation que j'en fais, et on va aller devant des juges. Vous risquez gros. Bien sûr. Si vous perdez, qu'est-ce que vous risquez? Vous savez, il y a des ministres de l'État qui ont fait des horreurs, et je ne les citerai pas depuis quelque temps. Il y a plein de gens qui sont aujourd'hui en difficulté avec le fisc et qui sont censés nous donner des leçons. Et eux, il leur arrive rien. Ils ne vont pas en garde à vue, ils ne vont pas en prison. Que celui qui va venir me chercher pour me mettre en prison parce que je propose une révolution sociale qui va être une réelle proposition d'avenir, que celui-là vienne me chercher chez moi quand même. Je pense que je ne crains rien. Voilà, parce que je ne suis pas seul, parce que nous sommes nombreux, parce que nous sommes accompagnés par des avocats compétents et qu'il y a des choses contre lesquelles on ne peut pas aller. Maintenant, ce qu'on voudrait, c'est que ça se passe gentiment, proprement, qu'on puisse s'exprimer, qu'on puisse aller devant des juges, qu'on puisse aller en appel, en cassation. Et si le juge de la Cour de cassation estime que nous avons une question préjudicielle à poser à la Cour de justice de l'Union européenne, eh bien qu'il le fasse. Et je pense que c'est ça la procédure. Mais vous savez, aujourd'hui, la plupart, enfin moi je vous dis, les deux tasses auxquelles j'ai été convié, il ne s'est rien passé. Hein. On a reporté simplement... Dans les tribunaux. Oui, les tribunaux. Le juge a reporté la décision. Quand saura-t-on si, oui ou non, vous avez fait le bon choix? Vous voulez dire sur l'aspect juridique? Oui, voilà. Quand des milliers de Français, il y en a 60 000, dites-vous, qui ont commencé à le faire, quand aura-t-on la certitude que des millions de Français peuvent quitter la sécurité sociale? Eh bien ça, je ne sais pas, il faudra le demander au juge, parce qu'il faudrait qu'il y ait une jurisprudence qui se produise, que ce soit en France ou que... Mais vous voulez créer cette jurisprudence, donc bien sûr. Elle est en cours. Il y a déjà plein de jurisprudences qui nous permettent de dire qu'on est dans notre droit. Mais aujourd'hui, c'est vrai, aucun juge français n'a dit à un Français vous avez parfaitement le droit, vous pouvez choisir une assurance privée. Donc on est en train d'y travailler, et puis on aimerait bien surtout que les politiques prennent enfin leurs responsabilités. C'est quand même eux qui ont laissé dériver le système de sécurité sociale. Et je me demande s'ils n'ont pas intérêt à le laisser dériver, parce qu'il y a quand même beaucoup de gens qui vivent sur la dette sociale française. Eh oui. Et donc, on ne va pas s'attirer que des ennemis au niveau du Parlement de la France. Donc, on le sait, ça. Nous, on n'est pas là pour casser le système. On est pour un système de sécurité sociale, mais on n'est pas pour n'importe quel système de sécurité sociale. Moi, je suis pour l'avenir, je suis pour la sauvegarde du pouvoir d'achat de mes enfants, je ne suis pas pour les endetter, je ne suis pas pour les ruiner avant même qu'ils aient commencé à vivre dans notre beau pays. Merci Christian Couturier, secrétaire général de Liberté Sociale. Merci d'être venu ce matin, et puis je rappelle que vous êtes médecin et chirurgien. Merci beaucoup.